Parfait. Il est 22 heures. Voilà, ouais. Il est déjà 22 heures. Alors, bonsoir tout le monde. Sahar Aftorkom. Nous sommes aujourd'hui dans un nouveau live dans la série sur les états de choc avec Dr Malik Zebouchi, toujours. Et aujourd'hui, Dr Malik va aborder les états sceptiques et graves. Bon, nous allons patienter quelques secondes ou quelques minutes le temps que le nombre de téléspectateurs augmente et nous allons commencer. N'hésitez pas à partager le live sur les groupes Facebook des étudiants en médecine ou des médecins. Merci. Alors, je- J'espère que qu'on aura la connexion pendant le live. bon, Inch'Allah, ça va être stable. ادعوا. Bonsoir les amis, صح فطور دكتور زروال. Alors, Pour y aller. صح فطور دكتور زروال. Nous avons aussi, à moi que CM, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons lancé un nouveau blog. Ça va être destiné aux étudiants en médecine, où il va y avoir des rédacteurs qui vont parler de tout ce qui concerne les études en médecine, les étudiants, et même donner des astuces, des guides, des interviews avec d'autres étudiants. Et ça va être, Inch'Allah, une nouvelle plateforme où on va essayer d'orienter les étudiants pour s'exprimer et apprendre sur ce domaine. Vous trouverez le lien sur la page CMOQCM. Bonsoir, merci pour cette visioconférence. Alors, je pense qu'on commence dans 55. Oui, مازال c'est شوية. bon. Avec un nombre précis. كيفاش؟ Tu as un nombre précis. Oui, enfin, ok, si on partage un peu. Donc, quelqu'un qui m'a mis.
pense qu'on peut y aller. Oui, je rappelle que ce live va aborder le thème des états chocs sceptiques. Voilà, je pense que je vais céder la parole à Dr Malik. Ben, bonsoir, Dr Malik. Bonsoir tout le J'espère que tu es monde, en ça va forme, Hassan. que la connexion est Oui, مليحة اليوم. ouais, surtout la connexion. Alors, Effectivement, nous allons aborder les états sceptiques graves. Alors, cette présentation est essentiellement destinée, bien sûr, aux étudiants en médecine, euh, aux étudiants des urgences médicales, médico-chirurgicales et des autres années internes, etc. On va se baser essentiellement aujourd'hui sur le côté de la prise en charge hémodynamique des états septiques graves, des états de choc septique. C'est une présentation où on va essayer de parler surtout de physiopathologie, comme on l'a fait la dernière fois pour le choc hémorragique, et comme nous l'avons fait il y a un petit moment dans les généralités des états de choc. Donc là, on va essayer de nous orienter sur l'état de choc septique, la prise en charge hémodynamique et surtout la prise en charge hémodynamique initiale. Pour cela, on va commencer par parler du sepsis. Qu'est-ce que le sepsis? Donc, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé, qui est rentré dans l'utilisation quotidienne des médecins de toute spécialité. Donc médical ou chirurgical, c'est un état qui est très fréquent, dont on sait que il impacte beaucoup la morbidité et surtout la mortalité. C'est un élément qu'il faudra prendre en compte et la pandémie ou l'épidémie actuelle de Covid-19 nous rappelle l'importance de la prise en charge de ces pathologies infectieuses graves qui, on peut dire, ont été un peu oubliées ces dernières années avec l'apparition ou l'augmentation du nombre de cas de pathologies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires et le cancer. Les pathologies infectieuses ont un peu été on va pas dire marginalisés, mais ils n'ont pas eu la place qui leur est enfin. Donc le sepsis, on sait que est un état grave avec une morbimortalité importante. D'ailleurs, on a eu beaucoup de changements ces dernières années sur la définition du sepsis. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, on va commencer par la définition, puis nous allons passer en parlant donc un peu de microbiologie, puisque le sepsis est directement bien sûr causé par une infection. On va voir que en fait la définition comporte deux volets pour le sepsis, le volet microbiologique et le volet, on va dire, réponse de l'hôte à cette agression. Donc, le volet microbiologique, c'est un peu le primum movens et la réponse de l'autre, c'est ça qui détermine réellement la gravité. Il faut savoir que le temps est très important dans la prise en charge, autant pour la reconnaissance que pour donc le début du traitement. On insiste souvent, toutes les recommandations insistent sur la nécessité de prendre en compte le facteur temps entre l'admission, entre la reconnaissance du sepsis et le début du traitement. On sait que c'est important surtout aux urgences, vu le flux important de patients tout venant, donc qui peuvent aller de la simple euh, angine ou gastro-entérite jusqu'aux formes les plus graves d'état de choc septique ou autre. Devant ce panel de patients, il faudra tirer ou dépister pour détecter les patients
qui nécessiteront une prise en charge rapide, précoce et ce qui va améliorer un peu leur pronostic. Donc, d'où le concept de Golden Hour, donc, donc le temps, hein, les 60 minutes ou l'heure entre l'admission, entre donc enfin, le patient qui se présente aux urgences et le diagnostic. Bien sûr, ça a été un peu remis en cause, mais globalement, le temps est très important. Donc, plus le diagnostic est rapide, plus on pourra sauver des patients. Et c'est pour ça que je pense la nécessité de rester vigilant devant tous les patients aux urgences et de savoir détecter les patients les plus à risque des autres types de patients. En fait, c'est comme on dit, comme on le dit souvent, généralement les médecins s'alarment très rapidement devant une douleur thoracique. Ils savent que le temps est très de coronarien aigu, où on accélère, où la cadence est très élevée, que ce soit pour les médecins paramédicaux pour la prise en charge de ces patients. Ça l'est un peu moins pour les patients septiques, malheureusement, parce que c'est moins bruyant. Hein, le sepsis, c'est moins carré, on va dire. C'est pas aussi clair que le thrombus ou que le syndrome coronarien aigu. Et par contre, c'est autant ou voire même parfois plus mortel que des pathologies cardiaques. Donc, les définitions du sepsis ont évolué. Initialement, donc, on parlait, depuis 92, et ça a été repris aussi dans la première décennie des années 2000. Donc, on parlait de SIRS, de syndrome de réponse inflammatoire systémique, qui a été défini, comme vous le savez, comme étant deux des quatre critères qui sont sur l'écran. Donc, une hyperthermie, une hypothermie, une tachycardie, une polypnée ou une hyperleucocytose ou une leucopénie. Quand nous avons deux de ces critères, nous pouvons parler de SIRS, c'est-à-dire qu'il y a une réponse inflammatoire cette réponse inflammatoire n'est pas localisée, mais c'est l'organisme qui est en train d'agir ou de répondre d'une façon systémique. Et on sait que le SIRS a plusieurs étiologies ou a plusieurs états peuvent s'accompagner de SIRS ou peuvent induire un syndrome de réponse inflammatoire systémique. Donc, en fait, l'inflammation, comme vous le savez, elle est définie comme étant la réponse de l'organisme à toute agression. Donc, que ce soit une agression de type infectieuse, bactérienne, hein, le plus souvent, ou bien fongique, parasitaire, virale. Vous voyez que dans notre cas, les sepsis d'origine virale sont les moins fréquents, on va dire, mais on voit qu'en fin de compte, ce n'est pas aussi clair que ça. Et la pandémie actuelle nous a rappelé l'impact ou la place des virus dans les infections, dans les sepsis et dans les infections systémiques, mais aussi donc les traumatismes, traumatismes graves, les brûlures étendues, la pancréatite et toutes les autres agressions peuvent être accompagnées de SIRS. Donc, étant donné que le sepsis est défini comme étant un SIRS avec une infection documentée ou suspectée, c'était initialement, en fait, le sepsis était initialement un SIRS, donc le terme SIRS, accompagné d'une infection. Puis, nous parlions de sepsis sévère, c'est-à-dire c'est un sepsis avec une infection documentée, avec une dysfonction d'organes. Généralement, c'était une hypotension qui répondait au remplissage ou la dysfonction d'un organe, une insuffisance rénale, par exemple. Puis, nous allons, en augmentant de sévérité, le choc septique. Donc, le choc septique était défini initialement comme étant un sepsis sévère, donc avec dysfonction d'organes ou hypotension, mais cette hypotension ne répondrait pas au remplissage initial.
ne répondent pas donc, elle n'est pas que hypovolémique, en fait, cette hypotension. Donc, elle a aussi notre origine. Et donc, la nécessité d'introduire de drogues vasoactives pour maintenir une pression artérielle moyenne, donc qui était définie comme étant supérieure à 65 mm de mercure. Puis, nous avons étendu à un taux de lactate supérieur à 4 mmol par litre. Donc, ce concept a évolué. Ce concept a évolué vers quoi? Donc, on disait on dit maintenant en fait que le sepsis actuel est défini comme étant une dysfonction d'organes qui peut mettre en jeu le pronostic vital, induite par une réponse inadaptée de l'hôte vis-à-vis d'une infection. Donc, nous avons dans le sepsis actuellement, le terme sepsis est réservé en fait à ce qu'on appelait avant sepsis sévère. Donc, le sepsis est défini comme étant une dysfonction d'organes. Donc, la dysfonction d'organes est un élément directement lié au sepsis. Et cette dysfonction d'organes est due à la réponse de l'hôte qui est inadaptée vis-à-vis d'une infection. Donc, dysfonction d'un organe plus infection définissent le sepsis. Et cette évolution a été faite donc, depuis 2016 pour un peu pallier à des problèmes de prise en charge, parce qu'on sait que la nécessité de faire le tri aux urgences donc doit être fait enfin, il faut simplifier en fait les critères de tri pour avoir donc le, euh, la meilleure sensibilité possible. Et donc, avec cette définition, le sepsis, le taux de mortalité lié au sepsis est d'environ 10%. Donc, si on arrive à détecter ce genre de patient, on peut diminuer cette mortalité. Donc, bien sûr, la déférence d'organes peut être aussi induite par les autres causes de CIRS, c'est-à-dire le trauma, la pancréatite. Et donc, ça, on reste dans le screening d'une infection est important. Donc, rechercher la porte d'entrée d'un sepsis est très important. Ça, probablement, tous ces concepts sont entremêlés et peut-être que dans le temps, ces concepts vont probablement évoluer. Donc, comme on le sait, les critères que nous avons vus tout à l'heure pour le CIRS restent valables pour permettre de détecter une infection, hein, la tachycardie, la fièvre. Nous connaissons bien sûr les autres signes cliniques qui peuvent être qui peuvent nous orienter vers une infection. Mais pour détecter ou pour définir actuellement le sepsis, le score SOFA a été proposé comme étant donc le score de déférence d'organes SOFA a été proposé comme étant donc l'élément orientateur pour définir le sepsis. Donc, comme on a dit, le sepsis est défini comme étant une dysfonction d'organes mettant en jeu le pronostic vital causée par une réponse inadaptée de l'autre vis-à-vis d'une infection. Il y a eu donc une augmentation du score SOFA de base de plus de 2 points comme étant la définition du sepsis. Donc, si on a une augmentation de plus de 2 du score SOFA, la mortalité par cette définition, comme on a dit, était aux alentours de 10%. Alors, étant donné que le score SOFA est un score qui nécessite beaucoup d'éléments et qui ne peut pas être utilisé aux urgences, comme on l'a dit initialement, que les urgences étaient donc la principale raison pour le changement donc, de cette définition. Le Quick SOFA a été établi afin de faciliter le screening ou le dépistage des patients. Le Quick SOFA reste valable qu'aux urgences essentiellement. Donc, pour ce qui est des patients hospitalisés, le SOFA est plus précis et nous pouvons donc l'identifier plus facilement.
Donc, le quick SOFA est défini. Donc, on a trois éléments donc, dans le quick SOFA ou trois paramètres. Nous avons l'état neurologique, donc la confusion mentale ou une altération de l'état ou des troubles de la conscience, pardon, avec par exemple un score de Glasgow inférieur à 13, une pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure ou une fréquence respiratoire supérieure à 22 par minute. Quand nous avons deux de ces trois paramètres qui sont présents chez un patient, nous disons donc que c'est un quick SOFA supérieur à 2. Et donc, si c'est un patient qui a une infection ou chez qui on suspecte une infection, on peut dire que c'est un patient qui est en sepsis. Voilà donc les scores, enfin les trois paramètres du quick SOFA. Pour ce qui est du choc septique, donc, comme nous l'avons dit, on n'a plus de sepsis sévère. Le sepsis est maintenant, en fait, le sepsis sévère. Donc, les patients étant en choc septique, ce sont les patients avec sepsis qui nécessitent l'introduction de drogues vasoactives pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure et qui ont un taux de lactate supérieur à 2 millimoles par litre. Donc, le taux de lactate est important actuellement pour définir le choc septique et peut-être que donc enfin ce qui induit la nécessité d'un dosage du taux de lactate chez les patients en sepsis, chez tous les patients en sepsis pour pouvoir suivre leur évolution et leur réponse au traitement. Donc on dit généralement avec un taux de lactate supérieur à 2 malgré un remplissage adéquat. Donc la mortalité intra-hospitalière liée au choc septique est d'environ 40%. Et donc, par rapport au sepsis qui est donc globalement 10%, c'est avec ces critères que la définition a été établie. Donc, comment est-ce qu'on va utiliser ces paramètres? Donc, nous proposons l'utilisation donc, de ces paramètres avec trois étapes. Première étape, donc le patient est examiné. Donc, on recherche des signes infectieux. L'utilisation du CIRS est possible pour suspecter une infection. Une fièvre chez un patient donc, qui consulte est un signe qui peut orienter vers une infection, comme on le sait, la toux, donc les douleurs abdominales, diarrhée, brûlure mictionnelle. Donc, tous les foyers potentiels d'une infection sont recherchés. Et l'utilisation de l'ancienne définition du sepsis peut être faite pour cette étape-là pour dire que le patient a une infection. Si on suspecte, donc si on passe à l'étape 2, si on a suspecté une infection chez un patient, il faudra rechercher une dysfonction d'organe. Cette dysfonction d'organe doit être donc recherchée soit aux urgences par le quick SOFA, soit par d'autres, si c'est un patient qui est déjà hospitalisé ou qui est déjà donc managé, on peut aller vers les autres paramètres pour finaliser le score SOFA. Donc, le sepsis, comme on l'a dit, est actuellement, enfin, l'ancien sepsis sévère. Si maintenant on a une hypotension, il faut commencer par la corriger par un remplissage adéquat. Nous allons voir au fur de la présentation. Si cette hypotension n'est pas corrigée par le remplissage et nécessitera donc l'introduction de drogues vasoactives avec, bien sûr, comme on l'a dit, le taux de lactate qui est supérieur à 2, nous pouvons parler de choc septique. Pour ce qui est du volet donc, microbiologique, donc si on va récapituler comme on l'a dit, le sepsis, on a l'infection, on a la réponse de l'hôte à cette infection et on a dit que la grande sévérité du sepsis, c'est l'état hémodynamique ou la détresse hémodynamique qui est à l'origine donc d'une hypoperfusion des organes et c'est pour ça que nous allons diviser notre présentation en ces trois points. Donc, pour ce qui est de la microbiologie, le sepsis est essentiellement, les états septiques graves sont essentiellement dus aux infections bactériennes dans la grande majorité des cas. Donc, ces infections bactériennes peuvent être dues à des grammes positifs ou à des grammes négatifs. Dans 62,2% dans cette étude, la plupart donc, des infections bactériennes étaient dues à des infections grammes négatives. Ce qu'on voit aussi dans notre pratique, c'est que les BGM sont plus pourvoyeurs de sepsis et de choc septique que les autres
bactéries. Donc, essentiellement, donc pour les BGN hospitaliers, la Cynitobacter et le Pseudomonas. Pour les BGN communautaires, donc les Escherichia coli et les Klebsiella. Mais bien sûr, nous pouvons voir donc des Klebsiella ou des Escherichia coli ou autres BGN entérobactéries en hospitalier et tout ça. Donc, c'est pas donc l'objet de notre présentation aujourd'hui. Mais globalement, les grammes négatifs sont les plus pourvoyeurs de sepsis et de choc septique, suivis par les grammes positifs, essentiellement le Staphylococcus aureus, et après donc viennent les entérocoques et le pneumocoque. Donc ces infections à grammes positifs aussi peuvent être hospitaliers ou communautaires, et la prévalence de l'espèce bactérienne ou du genre est différent selon qu'on est donc une infection communautaire ou une infection nosocomiale. Comme on l'a dit, les champignons peuvent être à l'origine aussi de sepsis et de choc septique, souvent dans des situations bien particulières, donc les candidoses, l'aspergillose. D'autres micro-organismes, donc parasites ou virus, peuvent être à l'origine de sepsis ou de choc septique. Et nous le voyons actuellement donc, avec la pandémie du SARS-CoV-2, où nous avons donc de véritables sepsis et de véritables chocs septiques liés à une infection virale ou à une surinfection de cette infection virale. Alors, les sites infectieux les plus pourvoyeurs de sepsis de choc septique, en premier lieu, ça reste donc les infections respiratoires, qui sont donc la première porte d'entrée par ordre de fréquence. Et c'est pour ça qu'il faudra la rechercher d'une façon donc un peu, on va dire, insistante. On a aussi les infections urinaires, donc les pyélonéphrite, les infections abdominales, et bien sûr, dans ces infections abdominales, nous avons les péritonites, donc tout ce qui est infection chirurgicale, et d'autres types d'infections, donc les infections de matériel prothétique ou de cathéter, les infections cutanées, endocardite, etc. La réponse de l'hôte est une réponse qui est immunologique. Donc, comme nous l'avons vu pour la définition, la réponse de l'hôte est très importante et l'immunologie, dans ce cas-là, joue un rôle primordial. C'est ce qui détermine en fait la différence pour un même germe, pour une même infection, que certains développent des sepsis ou des chocs septiques et d'autres pas. Parce que ça dépend en fait de la réponse inflammatoire, de la réponse immunitaire de l'hôte. Et cette réponse est une réponse qui est régulée par plusieurs facteurs. Nous avons bien sûr l'immunité innée qui joue un rôle très important dans la réponse immunitaire contre les infections bactériennes ou virales. Et la place de cette immunité innée est de plus en plus importante. Et en fait, la reconnaissance des bactéries ou des virus ou autres micro-organismes par l'immunité innée se fait, comme on le sait maintenant, donc par des récepteurs. Donc, l'immunité innée ne fait pas que phagocyter d'une façon aveugle, mais il y a des molécules qui active l'immunité innée d'une façon assez spécifique. C'est le cas donc des toll-like récepteurs qui sont activés par ce qu'on appelle les PAMPs, donc les Pathogen Associated Molecular Patterns. Ces PAMPs sont des éléments un peu caractéristiques, mais sans qu'ils soient spécifiques d'une espèce, caractéristiques d'un groupe de micro-organismes qui sont reconnus par un groupe de récepteurs. Et ces récepteurs-là, quand ils reconnaissent ces PAMPs, ils vont déclencher une réponse inflammatoire et ils vont avoir donc une régulation de cette inflammation selon le type de TLR qui est activé. C'est ce qui explique
que déjà la réponse des micro-organismes, enfin la réponse de l'immunité innée vis-à-vis des micro-organismes quand ils sont différents, elle est différente. Donc l'LPS qui stimule le toll-like récepteur 4 est différent par exemple du peptidoglycane, donc qui est plutôt retrouvé dans les grammes positifs, qui lui va activer d'autres types de toll-like récepteurs, les 1 ou le 2. Et donc la réponse immunitaire sera différente. Le type de cytokines sécrétées peut être différent et surtout la balance des cytokines est différente. Et c'est ce qui explique la différence de réponse inflammatoire. Tout ça, donc aussi, si nous disons qu'il y a aussi un peu de génétique, c'est-à-dire le génotype du TLR est différent d'un patient à un autre. Donc le type de micro-organisme et le type, on va dire, le génotype ou le phénotype des récepteurs de l'immunité innée qui vont faire face à cette infection font qu'il y ait des réponses différentes d'une personne à une autre. Et globalement, donc, selon cette configuration, nous pouvons décrire 4 ou 5 grands états de réponse inflammatoire ou de réponse immunitaire. Nous avons la réponse immunitaire dite hyperinflammatoire, avec donc une augmentation des cytokines, une activation massive de l'inflammation, une hypercoagulabilité, une endotéliopathie et une activation endothéliale importante, qui peut soit être à l'origine donc d'une mort rapide, donc une mort fulminante avec une défaillance d'organes grave, ou alors être atténué après, donc après avoir soit été traité, soit après avoir détruit donc le micro-organisme. Cette inflammation va être régulée et inhibée, ou alors il y aura une persistance d'un état inflammatoire de bas grade qui est chronique et qui va être à l'origine donc d'une dysfonction d'organes d'une façon donc plus retardée, et c'est ce qui explique en fait que certains patients, malgré le fait qu'ils soient sortis de l'infection, il persiste un état inflammatoire avec une inflammation qui sera auto-entretenue par la destruction ou par la libération de ce qu'on appelle les DAMPs, donc les molécules de danger qui sont libérées par les tissus. Alors, les autres profils, donc ce qu'on appelle les profils immunosuppressifs ou les profils hypo-inflammatoires, donc où les patients vont, au lieu de développer une réponse inflammatoire importante, ils vont au contraire développer une réponse d'immunodépression. Cette réponse d'immunodépression va être à l'origine donc d'une susceptibilité à d'autres infections, va être à l'origine donc d'une réponse vis-à-vis de virus ou de bactéries qui sera insuffisante, avec soit la réactivation de virus latents ou l'apparition donc d'infections nosocomiales et de dysfonction d'organes. Donc, ça, c'est une petite étude qui montre en fait on peut dire qu'il y a plusieurs clusters, plusieurs types de réponses inflammatoires, soit avec un taux d'IL-6 élevé, donc une réponse hyperinflammatoire, soit un taux d'IL-10 qui est plutôt élevé, et qui donc l'IL-10 étant la principale cytokine anti-inflammatoire de l'organisme. Et selon le degré et l'évolution dans le temps de ces cytokines pro-anti-inflammatoires, nous pouvons avoir différents types de réponses immunitaires, et ce qui explique en fait que l'utilisation d'anti-inflammatoires à dose élevée chez les patients en sepsis, tout venant, si on ne fait pas la différence entre les patients qui sont en immunosuppression ou les patients qui sont en état hyperinflammatoire, n'a pas donné de bons résultats. Et donc, peut-être que si on utilisait ces anti-inflammatoires chez les patients qui sont en état hyperinflammatoire
ça pourrait donner des résultats, alors que si, au contraire, donnait pas ou on renforçait la réponse immunitaire chez les patients en état d'immunosuppression, ça aurait été, enfin, ça serait peut-être une meilleure option. Donc, comme on l'a dit pour la réponse de l'autre, nous avons une inflammation. Donc, l'inflammation, comme vous le savez, induit une augmentation de la perméabilité des cellules endothéliales pour permettre donc la diapédèse des globules blancs et toute cette, en fait, cette augmentation de la perméabilité va être à l'origine de phénomènes de fuite capillaire de liquide, donc d'une hypovolémie on verra de dysfonction d'organes et d'une dysfonction dite microcirculatoire. Comme nous l'avons vu la dernière fois aussi, que donc, lorsqu'on a une inflammation, l'hyperinflammation ou la réponse immunitaire avec la libération de cytokines peut être à l'origine d'une activation de la coagulation. Donc, sur le plan physiopathologique, pour ce qui est du sepsis et du choc septique, la différence hémodynamique a trois origines. Donc, on a l'hypovolémie. L'hypovolémie, comme nous l'avons vu, elle est due à quoi? Elle est due à la fuite capillaire du plasma par augmentation de la perméabilité, mais aussi par les pertes engendrées par les vomissements, s'il y a des vomissements, les diarrhées, s'il y a donc des diarrhées, la polypnée, la fièvre, les sueurs, donc le défaut d'apport. Donc, le patient a souvent donc, quelques jours de privation de liquide avant la consultation. Donc, cette hypovolémie qui est donc très fréquente, elle est précoce, comme on l'a dit. C'est elle chez qui donc, le test de remplissage va permettre de régler ou de corriger cette hypovolémie. Et c'est cette partie-là qui sera à l'origine donc, des tests de remplissage qui vont être faits initialement, puis pendant toute la période de réanimation hémodynamique. Et c'est elle qui détermine la réponse au remplissage. La deuxième cause ou la deuxième composante de l'altération hémodynamique du choc septique, c'est la vasoplégie. Alors, comme nous avons dit tout à l'heure, donc on a une inflammation. L'inflammation, il y a une libération de médiateurs inflammatoires qui sont vasodilatateurs. Ces vasodilatateurs, ces médiateurs tels que le monoxyde d'azote, sont systémiques, enfin ils sont libérés un peu partout dans la circulation de l'organisme. Donc c'est cette vasoplégie qui va diminuer les résistances vasculaires et la post-charge du ventricule gauche. C'est ce qui explique un peu l'hyperkinésie du cœur. Donc, un cœur qui se retrouve avec une post-charge plus basse va être plus. Donc, il y aura une augmentation de sa contractilité. Ces résistances vasculaires vont redistribuer, on va le voir tout à l'heure, vont redistribuer la circulation sanguine et c'est cette partie-là qui va être prise en charge par les drogues vasoactives. Donc, on va essayer de corriger cette vasodilatation par une vasoconstriction induite par donc, les drogues vasoactives telles que la noradrénaline. Alors, il faut savoir que dans les sepsis et les états septiques graves, nous avons aussi une altération de la contractilité myocardique. Cette altération, elle est constante dans les états septiques graves, donc dans les chocs septiques. Il y a toujours une part de ce qu'on appelle la cardiomyopathie septique. Elle est systolo-diastolique et elle touche aussi bien le ventricule gauche que le ventricule droit. Elle est due à l'action des cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-alpha qui ont une action de dépression myocardique. Mais cette cardiomyopathie est souvent masquée par la vasoplégie, hein, vu qu'il y a une baisse de la post-charge du ventricule gauche. Donc, le cœur se retrouve dans une situation idéale pour se contracter, ce qui fait qu'elle est masquée, on ne la voit pas, mais elle peut être démasquée par l'introduction de drogues vasoactives ou par la correction de l'hypovolémie. Et dans ce cas-là, il pourrait donc nécessiter l'introduction d'inotropes
positif. Donc, à côté de ces, on va dire, de ces phénomènes dits macrocirculatoires, c'est-à-dire l'hypovolémie, la baisse du débit cardiaque ou l'atteinte cardiaque et euh, la vasoréactivité artériolaire. Nous avons d'autres phénomènes qui vont participer aux perturbations hémodynamiques, des phénomènes de microcirculation et des phénomènes plus locaux, tels que donc, la diminution de la déformabilité du globule rouge, l'augmentation de la perméabilité microvasculaire, le ralentissement du flux veineux et l'ouverture donc de shunts des shunts capillaires vont ralentir le flux et ils vont diminuer la perfusion des organes, donc ce qu'on appelle donc la microcirculation ou l'altération de la microcirculation que nous allons expliquer tout à l'heure. Alors, ce que je pense que cette slide a déjà été expliquée donc dans la présentation sur les états de choc, de généralité sur les états de choc. Je vous rappelle un peu juste que nous avons un réservoir veineux donc, qui comprend 65 à 70% du sang et ce réservoir veineux va exercer une pression qu'on a appelée la pression systémique moyenne, qui est due à non pas la totalité du volume du réservoir veineux, mais à une partie de ce volume qu'on a appelé le volume contraint. Ce volume contraint dépend de deux facteurs, de la compliance veineuse et de la volémie. Quand nous avons donc un volume contraint qui est suffisant, nous aurons une pression systémique moyenne qui va être pression motrice. Donc, pression systémique moyenne va pousser le sang vers le ventricule droit. Vers l'oreille droite, pardon. Si ce volume contraint est diminué, c'est-à-dire soit on a une hypovolémie ou une vasoplégie veineuse, nous n'aurons pas assez de pression systémique moyenne et le retour veineux sera diminué. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, le retour veineux est directement proportionnel ou est égal au débit cardiaque. Donc, si nous avons un retour veineux qui est bas, nous aurons un débit cardiaque qui sera bas. Et dans le cas du choc septique, le débit cardiaque ou le retour veineux seront bas par différentes causes, par baisse de la volémie, par des défauts de contractilité myocardique et par vasoplégie veineuse, par exemple. Ça, nous l'avons expliqué. Donc, en fait, sur le plan de l'adaptation, on a trois échelles d'adaptation. Nous avons l'échelle d'adaptation macrocirculatoire, microcirculatoire et tissulaire. Ces échelles d'adaptation macrocirculatoire font appel au système nerveux sympathique, au système rénine-angiotensine et à l'ADH, qui vont augmenter la contractilité myocardique, qui vont augmenter la fréquence cardiaque, qui vont augmenter la résistance vasculaire pour permettre d'augmenter la pression artérielle. Le système sympathique est le plus faible de ces trois systèmes, mais c'est celui qui est le plus rapide, alors que les autres vont s'installer plus tardivement et donc, tout en sachant que le système rénine-angiotensine et l'ADH va permettre aussi de rétablir la volémie en induisant donc une rétention hydrosodée par action sur les néphrons. Alors, la noradrénaline, comme nous l'avons dit, est un vasoconstricteur artériolaire, mais aussi c'est un vasoconstricteur vénulaire. Donc, la noradrénaline agit sur le versant veineux. En agissant sur le versant veineux, il va augmenter il va diminuer la compliance veineuse, et donc augmenter la pression systémique moyenne et permettre d'augmenter le retour veineux et le débit cardiaque. Donc, ces études montrent que la noradrénaline permet d'augmenter le débit cardiaque essentiellement quand le débit cardiaque est bas, alors que si le débit cardiaque est correct, la noradrénaline ne va pas permettre d'augmenter le débit cardiaque. Alors, mais ces mécanismes d'adaptation sont altérés dans le choc septique. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'il y avait une augmentation de sécrétion de réponse ou de médiateurs vasodilatateurs tels que le monoxyde d'azote. Donc, une partie de cette réponse, qui est donc la vasoconstriction, sera altérée par le monoxyde d'azote, par la réponse vasodilatatrice, et par aussi l'insuffisance surrénalienne qui est retrouvée donc dans le choc septique.
Cette insuffisance surrénalienne va induire que il faut savoir que les surrénales permettent la sécrétion du cortisol, qui est une hormone qui va permettre d'augmenter l'expression des récepteurs adrénergiques bêta et alpha au niveau des vaisseaux et au niveau du cœur. Donc, l'insuffisance surrénalienne va faire qu'il y aura une hypoexpression de ces récepteurs et donc une diminution de la réponse des vasculaires et cardiaques au système nerveux sympathique. Et une part de cette réponse pourra être rétablie sur le plan thérapeutique par l'adjonction de cortisol à des doses surrénaliennes. Il y a aussi, bien sûr, comme nous l'avons dit, la dysfonction myocardique, donc, qui est essentiellement due à l'action donc, des facteurs dépresseurs myocardiques tels que le TNF-alpha, le monoxyde d'azote, qui vont induire que le myocarde est atteint par ce qu'on appelle une cardiomyopathie septique. Alors, sur le plan microcirculatoire, il y a une atteinte de la microcirculation, donc il y a une atteinte de la perfusion des organes qui va être détectée cliniquement par trois grands signes. Pardon. Alors, nous avons l'atteinte, enfin la confusion mentale, qui est un signe d'hypoperfusion cérébrale, sachant que si le cerveau est souvent bien préservé en termes de perfusion, même si on a une hypotension, et donc s'il y a une altération de l'état neurologique, c'est que probablement il y a une perturbation microcirculatoire. Donc, il y a un défaut donc, de redistribution du sang. Nous avons aussi, bien sûr, les marbrures et l'oligurie qui pourrait être un élément de surveillance de la réponse aux thérapeutiques. Donc, pour ce qui est de l'état microcirculatoire, comment est-ce que l'organisme s'adapte sur le plan microcirculatoire? Il s'adapte avec deux éléments, en augmentant l'extraction en oxygène, comme nous l'avons vu. Donc, l'augmentation de l'extraction en oxygène est un élément très important. Donc, comme on le voit sur cette courbe-là, malgré la baisse du transport artériel en oxygène, nous avons une VO2 qui est maintenue tout au long donc, de cette courbe, qui reste donc plate, et ce, par augmentation de l'extraction en oxygène, c'est-à-dire que l'organisme arrive à prendre plus d'oxygène que par rapport à ce qu'il reçoit. Et ça, on permet donc de le voir par la baisse de la saturation veineuse centrale en oxygène. Comme on le voit, quand la TaO2 est bonne, elle est suffisante, la SCVO2 est aux alentours de 70%, alors que si elle baisse, elle va vers 60% ou 40%. De la SCVO2 baisse jusqu'à 40%, et donc l'extraction a augmenté, sachant que l'extraction est égale à 1 moins la SCVO2. Comment est-ce qu'il y a augmentation de l'extraction en oxygène? Par plusieurs phénomènes, donc essentiellement par recrutement de capillaires qui étaient initialement fermés, ce qui va augmenter la surface de diffusion de l'oxygène. Donc recrutement des capillaires, recrutement de nouvelles de nouveaux vaisseaux de micro-vaisseaux. Ce recrutement est induit par le monoxyde d'azote, par l'adénosine prostaglandine, et ce recrutement va être à l'origine donc d'une diffusion qui sera meilleure et donc d'une extraction qui sera plus importante. Il y a aussi le deuxième phénomène d'adaptation microcirculatoire qui est donc la redistribution. Alors, nous allons redistribuer le débit cardiaque vers les organes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire essentiellement le cœur et le cerveau, en induisant une vasoconstriction systémique des organes, on va dire, secondaires. Et le cerveau et le cœur étant peu sensibles à la stimulation sympathique, il y aura une préservation de leur débit. Et donc, il y a ce qu'on appelle les courbes d'autorégulation que vous connaissez déjà.
Alors, ces phénomènes d'adaptation microcirculatoire sont altérés dans le choc septique et nous n'aurons pas d'augmentation ou on peut avoir peu d'augmentation de l'extraction en oxygène malgré la baisse du transport artériel en oxygène. Et donc, les cellules vont souffrir très rapidement et cette souffrance, comme on le voit ici, la VO2 sera directement proportionnelle à la TaO2 et ce pour différentes raisons, parce que les micro-vaisseaux qui doivent être ouverts sont obstrués par des hématies, on a dit, la déformabilité donc des hématies qui est diminuée, par l'augmentation de la viscosité sanguine, par augmentation des PNN, par activation donc de la coagulation et l'apparition de microthrombie. Et donc, cette altération de cette obstruction des microvaisseaux avec l'altération de la réactivité microvasculaire et de l'ouverture de shunts artério-veineux, donc qui ne passent plus par les capillaires, fait que l'extraction en oxygène n'est pas augmentée. Le troisième niveau d'adaptation, c'est le niveau d'adaptation cellulaire, qui est donc l'anaérobiose essentiellement. Donc, les cellules vont se mettre en anaérobiose et en fermentation lactique. Cette fermentation lactique va être à l'origine donc, de l'augmentation du taux de lactate. Et comme on le sait, donc, le taux de lactate va témoigner initialement essentiellement de l'hypoperfusion. Et c'est pour ça que c'est le principal euh, paramètre biologique pour détecter l'hypoperfusion normale. Alors, pour ce qui est de la prise en charge maintenant, après avoir vu la physiopathe, la prise en charge, donc, comme on l'a dit, le sepsis est une urgence médicale. Il est très important donc, de commencer le traitement rapidement, et immédiatement après avoir reconnu cette urgence. Le premier traitement à instaurer, qui est donc le plus urgent, le remplissage pour pallier cette hypovolémie. Donc, la Surviving Sepsis Campaign recommande 30 minutes par kilo chez l'adulte, donc de cristalloïdes, on peut dire donc de sérum salé isotonique, en 3 heures. Donc, ce volume peut être donc augmenté ou diminué selon l'état du patient, mais c'est ce qui est recommandé. Donc, en fait, faire un remplissage rapide. S'il y a nécessité d'augmenter donc le remplissage ou s'il y a une réponse inappropriée ou inadaptée pendant la première heure, on peut passer rapidement vers les drogues vasoactives et donc vers essentiellement la noradrénaline. Pour maintenir donc une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure, comme recommandé initialement, mais cette cible peut être augmentée chez certains patients, essentiellement les hypertendus, où elle sera aux alentours de 70 à 80 mm de mercure. Avec un objectif aussi de diminuer le taux de lactate. On parle de normalisation, mais en réalité, la normalisation n'est pas un objectif, c'est plutôt la réduction de 10 à 20 de cette lactatémie initiale pendant la première, deuxième heure de la réanimation. Il faut la deuxième arme thérapeutique après donc l'hémodynamique et le remplissage, c'est l'antibiothérapie, donc qui doit être à large spectre initial. Donc après avoir fait donc les prélèvements microbiologiques, essentiellement les hémocultures. Donc on a dit le remplissage, ça sera essentiellement avec les cristalloïdes. Le cristalloïde, donc peut-être que les cristalloïdes de choix seraient les solutés balancés plutôt que le sérum salé, mais tout dépend du type de choc, enfin de l'étiologie du choc, mais aussi de la disponibilité des solutés, sachant que donc, le sérum salé isotonique, c'est le seul qui est disponible actuellement en Algérie. On devra faire attention donc, au risque d'acidose hyperchlorémique. Alors, on peut utiliser l'albumine généralement après les 6 heures de réanimation s'il y a nécessité donc, d'introduction donc, de volume plus important de liquide et ou s'il y a une hypoalbuminémie qui est avérée. Les colloïdes ne sont pas du tout recommandés, voire contre-indiqués dans le choc septique. Donc,
Pour l'évolution du taux de lactate, comme nous l'avons dit, donc c'est ce qui est montré dans cette étude, ce n'est pas tant la normalisation du taux de lactate, mais plutôt sa diminution par rapport au taux initial. Donc, comme on le voit dans la situation 1 et la situation avec la moindre mortalité, même s'il était avec avec un taux de lactate très élevé, la diminution de 10 à 20% donc, du taux de lactate en 1 à 2 heures est meilleure que la situation, par exemple, 3, où même si le taux de lactate n'est pas très élevé, son augmentation ou la situation 2, sa stabilisation, est de moins bon pronostic. Comment guider le remplissage secondairement? Donc, initialement, le remplissage sera abondant, mais après, il faudra faire attention, il faudra donner donc un remplissage adéquat selon donc, ce qu'on appelle donc, les tests ou les indicateurs hémodynamiques dynamiques, essentiellement donc l'évolution du débit cardiaque, la variation, le delta PP par exemple, ou la variation du diamètre de la veine inférieure ou autres tests dynamiques tels que le test de levée de jambe. Donc, pour ne pas trop rentrer dans les détails, d'autres paramètres hémodynamiques peuvent être surveillés, tels que la saturation veineuse centrale en oxygène, comme nous l'avons dit, qui est un reflet de l'extraction en oxygène. Donc, si la saturation veineuse en oxygène est basse et que nous faisons un remplissage et que nous avons une augmentation de cette saturation veineuse en oxygène, c'est que ça veut dire que l'extraction a diminué et donc que le transport est adéquat. Donc, ça peut être un bon paramètre de suivi de la réponse de l'organisme aux thérapeutiques hémodynamiques. D'autres paramètres sont aussi proposés, tels que la différence artério-veineuse en CO2. Voilà. Je pense que j'ai trop parlé. Hussam? Alec, Oui, c'était très long. oui, bon, frère Abark, j'arrange. Donc, je pense qu'il vaut mieux que je réponde aux questions parce que, en réalité, cette présentation prend plus de temps et on aurait dû la diviser peut-être en 2 séances. Donc, si on passe aux questions, il vaut mieux. Voilà, pour un patient hypertendu avec tension artérielle déséquilibrée, c'est-à-dire élevée, est-ce que en choc septique, on retrouve une hypotension chez un patient ou non? Chez ce patient ou non? Alors, l'hypotension n'est pas constante dans les états de choc, en général, comme nous l'avons dit la dernière fois. Et la définition de l'hypotension peut différer d'une personne à une autre. Donc, le seuil de 90 mm de mercure pour la pression artérielle systolique est globalement celui qui est pris en compte, mais certains donc, disent qu'il faut qu'une baisse de 30 à 40 mm de mercure par rapport à la pression artérielle systolique de base peut être considérée déjà comme une hypotension. C'est pour ça qu'en fait, il faut prendre tous les signes en compte. Donc, quand on a une tension chez un patient, une pression artérielle chez un patient, et qu'il a des signes d'hypoperfusion d'organes, une altération de l'état de conscience, des marbrures, une froideur des extrémités, donc ce qu'on a appelé les signes de choc. Et je vous rappelle que vous pouvez vous référer à la première vidéo ainsi qu'à la référence de la première vidéo, qui est donc la review donc de Daniel De Becker et de Jean-Louis Vincent dans le New England. S'il y a une baisse de la pression artérielle, même si elle est modérée, c'est-à-dire si on a 100 ou 110 mm de mercure chez un patient qui est déjà hypertendu, déséquilibré, chez qui on connaît son profil tensionnel, ça peut être considéré comme une hypotension par rapport à lui. Et on a même des cas de patients jeunes qui ne font pas d'hypotension parce qu'ils ont une vasoréactivité très importante qui permet d'augmenter la pression artérielle
mais d'une façon très artificielle, vu qu'il y a une hypoperfusion des organes et donc on aura un choc avec une tension qui est normale. Donc la visualisation globale du patient ainsi que le taux de lactate est un élément très important pour diagnostiquer un état de choc et a fortiori un état de choc septique. Je t'entends pas, Hazard. Ah, oui. Alors, question de la même personne. Choc septique est-il mortel s'il touche un cancéreux sous chimiothérapie? Malik? Bon, je pense que il y a un problème de connexion chez Malik. Ok, là, عندي. Malik, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Parce que je ne sais pas, est-ce que le problème عندي ou là عنده? Je pense que Hmm. Je pense que nous avons perdu Dr Malik. J'espère qu'il reviendra pour répondre aux questions qui restent. Euh, bon, je vais essayer de le contacter. Bon, je pense que le problème est... Oui, oui. Problème chez Dr Malik. Bon, je vais essayer de l'appeler là. Je vous rappelle que ce live sera publié après sur la chaîne YouTube de Siamo QCM. Euh, Il y a aussi les anciens lives, que ce soit les lives sur les chocs généralisés sur les chocs et les chocs hémorragiques, sur notre page Facebook, la page de Metsa ou sur la chaîne YouTube du CMA QCM. Et aussi, je tiens à préciser qu'il va y avoir un autre live, Inch'Allah, demain. Voilà. Voilà. أهلا. زي اللي دارت هذوك. Alors, euh, Alors, choc septique complication. est-il... Oui, ça, Ouais. on a répondu parce que ça s'est déconnecté. On a dit le choc septique est mortel chez tout patient en général. Donc là, quand on est en choc septique, le taux de mortalité est d'environ 40% dans les meilleurs centres, enfin dans les centres dans le monde entier. pense, pense que, euh, je pense que le problème se pose à nouveau. Et donc,
Hmm. Bon, je pense que le problème se pose à nouveau avec la connexion de Dr Malik. Heureusement que nous avons pu suivre au moins le live. Bon, pour les questions, on va essayer de s'organiser pour répondre sur les commentaires. Je vous ai dit qu'il va y avoir un autre live, Inch'Allah, demain, normalement même heure, sur les deux pages, et ça va parler de choc obstructif. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée et Saha Sahurkom. À demain, Inch'Allah.